Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce FryDev. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial parce qu'on a un invité. Alors c'est Thomas que je vais laisser se présenter juste après, mais Thomas du coup qui a pas mal travaillé sur des formations Open Classroom, sur des projets, et vous avez peut-être déjà vu dans certains cours, et qui fait maintenant totalement autre chose aussi. Et bah Thomas, je te Bah, je fais laisse la pas parole. totalement, ouais, Ouais, je fais pas totalement autre chose. Euh, mais enfin, pour moi, il y a plus un côté là dans mon nouveau boulot qui est un peu dans la continuité. C'est vrai que enfin, comme tu disais, j'ai fait pas mal de trucs avec Open Classroom dans le sens où j'ai fait des cours et, et le nouveau projet front, enfin le nouveau parcours front. Et là, ouais, en octobre de cette année, j'ai un peu mis de côté Open Classroom. C'est pour ça peut-être que vous allez moins boire aussi sur la plateforme, tant sur la partie mentorat code, enfin que sur les cours. Et j'ai commencé un boulot ouais, dans une boîte qui s'appelle Datadog, qui est une boîte qui est spécialisée dans le monitoring. En gros, enfin du monitoring d'infrastructure. C'est en gros quand votre code en fait il tourne sur des serveurs, vous avez besoin de voir en fait si les CPU de vos serveurs ou la mémoire ou l'espace disque ou les temps de réponse sont optimales. Et plus les architectures deviennent complexes, donc plus on utilise un peu des architectures microservices en fait où il y a plein de petits serveurs qui font des tâches spécifiques, plus il y a besoin un peu ouais, de pouvoir monitorer ça pour voir s'il n'y a pas un incident qui est en train de se produire à cause d'une mise en production qui a foiré ou ce genre de choses. Et du coup, ce que je fais là-bas, j'ai un poste un peu spécial qui me convient à moi parce que justement, enfin, j'aime bien la partie en fait. J'aime pas que la partie code, j'aime bien aussi la partie enseignement. C'est pour ça que je donnais des cours sur Open Classroom. Mais ouais, j'ai un poste de relation avec les développeurs. En gros, il y a le titre un peu pompeux Technical Evangelist, mais voilà, je sors pas trop parce que déjà les gens comprennent pas trop. Et ouais, c'est à mi-chemin entre de faire du code et de faire de la pédagogie, quoi. D'apprendre un peu aux gens. En gros, c'est un peu d'apprendre à mon ancien moi comment mieux faire son taf quand il a des problèmes ou ce genre de choses. Voilà. alors je pense qu'il y a une première question que beaucoup de gens se posent, et moi aussi d'ailleurs. C'est quoi ton parcours, comment t'en es arrivé là? Euh, Bah, ça va être cool, ça va être intéressant parce qu'on a deux parcours, en fait, toi et moi, qui sont totalement différents. Ouais, C'est-à-dire que toi, en fait, t'as le cursus, en fait, justement traditionnel euh, du, du gars qui a fait une école d'ingé en 5 ans, en plus, qui a bossé plutôt dans des SS2I et des ESN. c'est bien ça. Et moi, c'est un peu le contraire où donc j'ai fait un parcours avec Open Classroom en 2016, qui est un parcours qui n'existe plus aujourd'hui, qui est chef de projet multimédia. Euh, et, euh, et ouais, globalement, en fait, enfin, c'est un parcours qui s'est bien passé parce que j'ai pu faire un stage, en fait. Quand j'ai commencé le parcours, on pouvait pas faire des stages. Et puis finalement, en fait, durant l'année, ça s'est débloqué. Donc j'ai pu faire un stage de 6 mois dans une startup qui s'appelait Tiller System. Ça m'a montré que les startups, c'était pas forcément quelque chose qui était pour moi en termes d'ambiance. Euh, j'ai bossé un an en agence, où en gros, ce qui m'a principalement motivé à bosser là-dedans, c'est que j'avais fait la rencontre du lead dev qui allait être avec moi et qui a été un peu mon maître Yoda et qui l'est en fait encore un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin de conseils ou autre, bah là par exemple pour les entretiens avec Datadog, c'est la première personne que j'ai appelée pour qu'il me donne du feedback en fait, et qui m'aide un peu à préparer tout ça. Après j'ai bossé pour Sens Critique, donc qui est un peu un dinosaure français de la culture, qui est un site de bouche à oreille culturel où on peut noter des séries, des jeux vidéo, des films ou autres. Euh, je suis arrivé là-bas en tant que développeur, donc développeur full stack, et je suis reparti en fait en tant que CTO. J'ai pu voir que d'ailleurs que l'expérience a été un peu dure parce que finalement il y a un monde en fait entre le métier de dev et le métier de CTO et ça m'a justement un petit peu appris ce que j'avais pas envie de faire et ce que je souhaitais continuer à faire. Et voilà. Et là du coup ouais, Datadog depuis octobre. Bah très bien. Et c'est vrai que toi ouais, toi t'as un parcours qui est totalement différent en fait. Ah oui. C'est vraiment le cursus traditionnel pour toi.
Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant que tu sois là aujourd'hui, comme ça il n'y a pas que moi avec mon cursus qui répond aux questions. Ouais, Et carrément. du coup, je rappelle, aujourd'hui, on est sur un FryDev, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur le monde du développement, sur le recrutement, sur l'organisation, sur de la technique. Et j'ai encore deux petites questions en attendant que les autres questions arrivent. Tu travailles principalement sur quelle technologie? Ouais, j'allais y venir en fait, j'étais en train d'y penser pendant que je parlais de ça. Euh, alors le truc c'est que alors côté langage de programmation, moi c'est principalement JavaScript et Python qui sont vraiment en fait les deux langages en fait avec lesquels je travaille le plus, avec lesquels j'ai le plus travaillé. Donc JavaScript c'est aussi bien alors assez peu du vanilla JavaScript, de moins en moins parce que c'est vrai que enfin, dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, ça passait plus par des frameworks type React.js. Donc j'ai pas mal bourlingué en fait sur React.js et sur React Native. Sur Node.js aussi, où en fait, par exemple chez Sens notre API un peu principal, c'était du GraphQL. Donc ça passait en fait par un type de serveur qui s'appelait Apollo Server. Et en gros, ouais, GraphQL, c'est un peu un autre paradigme de programmation par rapport à REST. Et pour le Python, c'est vraiment ouais, soit pour du scripting, soit pour des API REST aussi, donc avec Flask, tout simplement. J'ai pas eu besoin d'utiliser des mastodontes, genre Django. Souvent, en fait, justement, c'était des microservices. C'était un microservice en Flask qui faisait de la recommandation, qui faisait des tâches vraiment très précises. Et l'autre truc, en fait, qui est l'autre socle de compétences que j'ai développé justement plutôt sur la partie CTO, en fait, quand j'étais chez Sens Critique, c'est la partie infra. Parce que on avait à l'époque pas d'admin 6 en fait ou DevOps. Donc c'est moi qui ai dû apprendre un peu l'infra sur le tas et on avait une infra en fait en ce qu'on appelle en bare metal ou en cloud public, enfin en cloud privé. En gros, au lieu de passer par des solutions comme AWS, peut-être que vous connaissez, ou Google Cloud Platform ou Azure, on passait par une société qui s'appelait BSO. Et en fait, c'était à nous de créer et de maintenir nos serveurs. Donc on avait des serveurs physiques, mais on avait aussi ce qu'on appelle des VM. En gros, des VM qui sont simplement des serveurs qui sont virtualisés. Un serveur peut contenir plusieurs VM. Et voilà, ouais, ça m'a fait en bouffer pas mal sur le tas. Et ouais, aujourd'hui, en fait, finalement, c'est un peu sur techno, je reste en fait vraiment sur JavaScript et Python. Et j'essaye d'apprendre le Rust là depuis quelques mois en plus, parce que ça me permet de voir en fait des langages qui sont compilés, chose que j'ai pas forcément eu énormément l'habitude de faire. Et ouais, à côté, j'ai toute la partie infra en fait, finalement avec pas mal Docker. Euh, et justement, si on est amené en fait, enfin si je suis amené à faire plus souvent des lives, je pense que je vais plutôt justement vous apprendre un peu à utiliser Docker ou ce genre de choses et à faire de l'infra parce que c'est toujours important pour un dev en fait de savoir qu'est-ce qui se passe derrière en fait. C'est-à-dire que c'est bien de connaître son applicatif, de connaître le code, mais de connaître aussi comment fonctionne en fait la machine, c'est aussi important en fait. Voilà. On a les premières questions qui arrivent. Alors déjà, Avalonès, bienvenue, si c'est ta première fois sur le chat. Et la Ouais. question, bonjour, en question plutôt basique, avant de commencer ma formation pour devenir développeur récemment, qu'est-ce qui fait qu'un développeur est un bon développeur du côté numérique? Alors je vais me permettre de répondre en premier, puis je vais laisser Thomas compléter Ouais, vas-y, si... t'inquiète, Voilà. carrément, c'est cool. Moi, ce que je pense, un bon développeur, la première qualité, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui va savoir aller chercher les informations, qui sait parler un minimum d'anglais ou qui sait au moins lire un minimum d'anglais pour aller fouiller dans les docs, fouiller dans des forums obscurs et trouver du coup les infos dont il a besoin. Mais voilà, pour moi, un bon développeur, c'est pas quelqu'un qui connaît tout par cœur et qui sait faire les trucs comme ça en claquant des doigts. C'est plus quelqu'un qui sait chercher des solutions à ses problèmes et qui est curieux et qui a toujours envie d'apprendre. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. C'est bien, tu m'as posé la question au moment où je me bouchais, c'est cool. Pardon. Euh, ouais, non, non, je suis totalement d'accord, hein. Enfin, la curiosité, c'est le truc numéro un en fait du dev, hein. C'est d'avoir un peu soif de nouvelles techno ou de comprendre comment ça marche. Euh, ouais, enfin, ça c'est le critère principal, hein. C'est vraiment, et il y a l'autre truc aussi qui est d'aimer résoudre des problèmes. C'est-à-dire que souvent, en fait, si t'aimes pas résoudre un problème, si t'aimes pas te péter les dents, euh, c'est pas comprendre des trucs. Enfin, si c'est un truc qui marche pas, en fait, c'est souvent à toi
d'aller essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Et si t'as pas justement en fait ce côté un peu d'aimer résoudre des problèmes, ouais, ça va pas être évident. Et le Faut- dernier truc, ouais, Bah ouais, vas-y, je vas-y. suis d'accord avec toi, il faut savoir se torturer le cerveau et il faut surtout savoir apprécier le fait de trouver une solution après de s'être torturé le cerveau. Ouais, bah oui, parce que là, il y a un moment qui est très jouissif en fait quand tu as trouvé le truc en fait où tout fonctionne parce que tu te dis OK, je me suis pris la tête. Et il y a une espèce de combat en fait un peu. Enfin, c'est une espèce de lutte épique entre toi et le problème. Et finalement, quand tu trouves une solution au problème, c'est un peu comme si tu avais terrassé un dragon et tu dis OK, genre, enfin, ouais, j'ai acquis de l'expérience. Donc ouais, c'est très jouissif. Et après, le dernier truc en fait qui peut être un peu une qualité pour les devs, euh, c'est faut pas avoir d'ego en fait. Ou faut être capable de se remettre en question ou autre. Et souvent, parce que vous êtes amené à bosser avec d'autres devs qui auront une autre vision en fait du monde, une autre vision de la solution en fait que vous avez pu faire. Et il y a souvent rien de pire en fait que d'avoir un dev qui se remet pas en question et qui dit non non bah j'ai raison, c'est tout. Parce que souvent ouais ça nuit un peu à la dynamique de l'équipe quoi. Et ça ouais c'est important de rester humble parce que il y a toujours, quel que soit le niveau en fait, il y a toujours des mecs en fait qui vont vous éclater en fait sur un sujet. Donc je Il y sais a pas. tellement de techno, tellement de sujets différents que vous avez beau être quelqu'un d'expert avec 30 ans d'expérience dans un domaine et tout, vous allez avoir un petit jeune qui travaille depuis un an sur un truc que vous connaissez moins bien et qui s'y connaîtra 10 fois mieux que vous. Et ça, c'est tous les jours Ouais, que ça c'est arrive. ça. Et il y a Et une phrase. hier on avait une presse en fait genre dans la boîte avec des mecs Hmm. en fait. Du coup ça me fait bizarre en plus pour moi parce que là c'est la première fois dans ma vie où je bosse avec des mecs qui viennent de grosses boîtes genre Netflix, Facebook, Google. Et moi je me sens tout petit à côté en fait. Mais mais normalement si les devs en face de vous sont pareils, finalement le parcours, l'expérience en fait on s'en fout. L'idée c'est juste de dire ok, tu peux m'apprendre quelque chose et je peux apprendre quelque chose de toi en fait. Enfin Alors, genre pas justement, kiffer mais voilà. je voulais ajouter une compétence très importante pour devenir un développeur respecté aussi, c'est avoir envie de partager ses connaissances. Justement, ça Ah, revient avec le côté humble, c'est quand on rencontre quelqu'un qui ne maîtrise pas quelque chose qui nous paraît peut-être simple, bah la première chose, c'est pas de se dire lui il est nul, la première chose c'est de se dire je vais essayer de lui apprendre les choses pour qu'il s'améliore. Ou de lui partager ce que moi je connais pour le faire grandir. Et inversement, lui il connaîtra peut-être des choses que moi je connais pas et qui voudra me partager. Et c'est comme ça qu'il y a une dynamique d'équipe qui peut se créer et qu'on peut tous monter en compétences et devenir tous très bons. et le truc c'est que ça et ça c'est un truc important aussi à savoir, c'est on se pose tous des questions en fait par rapport à Mm. notre niveau, à tout le temps, de est-ce que je suis suffisamment bon ou pas? Heu et ça je pense que c'est un truc très sain en fait parce que c'est justement ça montre en fait que ce qu'on sait, ce qu'on sait pas et on se dit souvent: «Il y a que moi qui me pose ces questions» ou autre et en fait finalement dès qu'on rencontre d'autres devs ou autres, bah, c'est pareil quoi. Mm. Donc voilà, ça je pense que ouais, ça fait partie un peu des trucs en fait de dev que vous allez traîner tout le temps. Je finis sur un dernier truc, puis après on va enchaîner avec les questions suivantes. Il y a une phrase que vous allez souvent entendre en tant que développeur, que vous avez sûrement déjà entendu, c'est Google est ton ami. Et tout simplement parce que bah, vous avez beau avoir autant d'expérience que vous voulez, en tant que développeur, vous allez passer la moitié de votre temps sur Google. Si vous passez une journée sans être sur Google ou beaucoup de temps sans être sur Google, c'est qu'à un moment donné, vous faites du travail qui est plus stimulant et que vous répétez, vous pissez des lignes de code et ça n'a plus aucun intérêt. Donc faut pas s'inquiéter, passer du temps sur Google, ça fait partie du métier de développeur et c'est indispensable au quotidien pour chercher des solutions aux problèmes et chercher des choses. Donc du coup, question suivante, ça c'est plus pour Thomas. As-tu déjà travaillé dans le monde de l'open source? Si oui, comment es-tu entré? Que penses-tu de ce monde? Heu, je commence là en fait à le faire. C'est justement pourquoi là j'ai rejoint la boîte, c'est parce que je vais pouvoir faire de l'open source. Et c'était vraiment le truc qui me chauffait en fait, parce que euh, il y a un côté que je trouve très cool en fait sur l'open source qu'on a peut-être pas forcément en fait quand on fait des applications en entreprise ou autre.
c'est de se dire qu'on va faire du code que les autres développeurs en fait vont utiliser et qui vont potentiellement plus utiliser dans les librairies. Donc il y a un besoin un peu de généricité du code, qui est beaucoup plus fort en fait que quand vous faites simplement en fait une application bah, genre comme Open Classroom en fait ou de cours de cuisine ou autre, où c'est juste OK, le code sert à uniquement quelque chose quoi, en fait. Il sert à afficher des cours, il sert à ou autre. Alors que ouais, quand on fait de l'open source, finalement pour moi, c'est un peu l'étape d'après où tu dis: «OK, là ouais, je fais du code pour que les autres développeurs puissent l'utiliser» et heu et ouais, je pense que je pourrais peut-être plus te répondre à ta question au fil du temps parce que parce que je m'estime en fait encore assez nouveau en fait là dans le monde de l'open source ou autre. Mais ouais, c'était moi clairement une de mes motivations pour rentrer chez Datadog, c'était de me dire: «OK, je vais pouvoir coder sur des librairies open source que des autres personnes vont utiliser» et heu et non, en vrai, c'est stylé, en fait. Enfin, quand on y pense, il y a que dans le monde finalement de la tech, en fait, où on on fait des trucs gratos. C'est-à-dire enfin, gratos, ouais, avec tous les guillemets que ça comprend, mais on fait du code où le code source est visible et utilisable par tous et ça, en fait, c'est quand même une richesse. Enfin, quand tu y penses, enfin, c'est, heu c'est quand même maxi cool de pouvoir juste, dire: «Tiens, en fait, j'utilise cette librairie» et j'ai eu le cas avec Redis, en fait, cette semaine parce que je l'utilisais, en fait et des versions donc des Redis, en gros, c'est pour faire ce qu'on appelle du caching. Donc pour faire simple, c'est quand vous faites des requêtes sur votre base de données, bah, à chaque fois, en fait, ça lui prend des ressources et admettons que vous êtes, par exemple, vous avez amazon.com au hasard et vous avez, les 10 meilleurs produits les plus vendus cette semaine, bah, plutôt que de requêter constamment votre base de données, vous allez cacher, en fait, ces données dans dans une autre brique logicielle et ça va éviter de requêter la base de données. Donc ça ce qui est bien parce que ça va éviter de la saturer ou ce genre de choses, surtout si c'est des informations qui sont fréquemment demandées. Et là, ouais, j'ai eu cette semaine, en fait, le cas où j'utilisais des trucs avec Redis et il me manquait des trucs, en fait, pour ce que je voulais faire. Et du coup, ouais, j'ai pu aller directement, en fait, sur la librairie open source, en fait, et regarder si ce que je cherchais, ça existait ou pas. Et je l'ai pas trouvé, donc j'ai pas fait la PR encore. Mais ouais, c'est quand même cool de se dire que ça existe, en fait, et qu'on peut le faire, quoi. Alors je rappelle, on est sur un Friday, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, on est là pour y répondre, n'importe quoi, autour du monde du développement en général. Et c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on m'a posé exactement la même question au dernier Friday, j'ai pas vraiment parlé, j'ai dérivé sur autre chose que ce que tu as dit, et ça me fait réfléchir. C'est-à-dire? Bah, moi j'ai parlé un peu de mon application de l'open source qui est minime, hein, mais sur Training Dev par exemple, avec les cours qui sont en open source, etc. Mais c'est vrai qu'après réflexion, et après ce que tu dis, l'open source, ça oblige aussi, enfin ça motive à faire des choses qui sont plus propres, qui sont plus unitaires, qui sont réutilisables, et indirectement, on se force justement à s'améliorer en faisant de l'open source. Parce que justement, ça va servir à d'autres personnes, et si on fait un truc dégueulasse, personne ne va s'en servir. Tout simplement. C'est ouais, c'est ça et puis, enfin, en plus, parfois, il y a différentes versions à gérer. Mm. Donc, faut prendre l'exemple de Redis ou autre, mais ça peut être, par exemple, de Node. Dire: «Bah, tiens, en fait, va falloir que je sois capable de gérer des vieilles versions de Node, de genre les 8 ou 10 et des nouvelles versions» et c'est pareil, c'est un casse-tête cérébral, finalement, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus, vénère, en fait, que quand tu fais simplement du code applicatif, quoi, en fait, où tu dis: «Bon, bah, juste colle une application et j'utilise ce framework». Donc ouais, et pour moi, ouais, c'est vraiment l'étape un peu d'après et pour reboucler, en fait, sur ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le fait justement de se poser tout le temps des questions et de rester humble, heu, pour moi, là, c'est que dernièrement, en fait, là, quand j'avais mes problèmes, en fait, avec Redis, où je suis allé sur la doc m'a pas convenu et j'ai été directement regarder dans le code source et je m'étais toujours demandé: «Est-ce que j'ai le niveau, en fait, heu, d'être capable d'aller regarder dans du code source et de comprendre ce qu'il fait?» Et globalement, c'était le cas, mais ce que ça indique juste, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, avec le côté d'être humble, c'est que quel que soit le nombre de projets sur lesquels vous ayez pu coder, en fait, ou autre, faites toujours de se dire: «OK, est-ce que je suis capable ou pas?» et que ce soit un côté justement challengeant en disant:
il y avait un combat épique en fait, là encore, en mode, il faut que je sois capable parce que ça va me permettre un peu de booster ma confiance en moi ou autre. Et finalement, ça l'a fait en fait. Je me suis dit: «OK, c'est cool, je comprends en fait ce qui se passe». Mais et je pense qu'il y a c'est c'est quelque chose qui arrive plus en fait avec l'open source qu'avec des codes base. Parce qu'il y a des fois en fait où les codes base, même s'il y a des éléments de base à connaître, si le code il est caca en fait, malheureusement vous apprenez rien quoi. C'est enfin si ce qu'on appelle du code spaghetti ou si c'est une usine à soupir, généralement vous apprenez que dalle parce que, bah, en fait, c'est chiant à lire quoi. Alors qu'effectivement sur de l'open source, il y a peut-être un peu plus de challenge quoi. Tu en as jamais fait toi Aurélien, un peu d'open source ou autre? Tu as jamais, Bah, pas vraiment, non. Pas de code open source. J'ai déjà travaillé avec des librairies open source, mais moi, personnellement, j'en ai pas fait, quoi. OK. Mais genre tu connais pas mal Symfony, hein, de mémoire? Non. Non? OK. Non, je suis un développeur .NET full propriétaire Microsoft. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, ça pique, hein. Du coup, on a une autre question. Thomas, d'après ton parcours qui est riche, as-tu travaillé pour l'étranger et comment as-tu procédé? Bah, actuellement, c'est ce que je fais, en fait. Pareil, hein, c'est bien parce que ça aide vachement un peu la enfin, je fais une digression et puis après je reprends. Mais pareil, en fait, ce que disait tout à l'heure Aurélien, en fait, si vous allez jamais sur Google, en fait, pendant une semaine ou 2 semaines, c'est-à-dire qu'il y a un problème, en fait, c'est-à-dire que vous vous ennuyez. Je pense que c'est le dev c'est le métier de dev, en fait, de façon générale qui est comme ça. C'est-à-dire que il faut, en fait, un peu à chaque fois essayer de sortir de sa zone de confort et d'aller faire des trucs, en fait, qui vont un peu vous bousculer. Alors c'est pas agréable, hein, du c'est pas du tout agréable, mais c'est important de se faire un peu bousculer parce que pour moi, c'est ce qui fait aussi un peu élever son niveau de dev. Et là, du coup, ouais, là, pour Datadog, c'est la première fois de ma vie que je travaille en mode full anglais dans une boîte qui est anglaise, enfin qui est américaine et avec genre mon manager, en fait, il est américain, quoi, en fait, donc il vit à New York. Donc en plus, il y a des time zones en fait enfin, il y a 6 heures d'écart entre lui et moi. C'est-à-dire que là, bon, il doit être en train de dormir en fait, je pense qu'il doit être 3 heures du matin ou 4 heures du matin et et ça, c'est pareil en fait, pour moi, c'est un peu un nouveau challenge en fait, en mode OK, genre je découvre ce que c'est les autres cultures en fait de dev et de personnes et in fine, bon, c'est quelque chose qui fait grandir. Après, je sais pas si j'irai bosser à l'étranger parce que je crois que j'aime bien Paris, j'aime bien la France et voilà. Mais ouais, je pense qu'à un moment ou un autre, si on veut évoluer, c'est bien, ouais, d'aller, ouais, dans une boîte, en fait, qui est pas native française, hein, qui est vraiment, en fait, plutôt qui est vraiment ça peut être allemande, ça peut être anglaise. Là, c'est vrai que dans mon cas, en fait, c'est franco-américain. Mais ouais, c'est cool, en fait, parce que justement, ça bouscule un peu, quoi. Et je dis pas que c'est en plus sur le moment que ça stresse pas et c'est ça, en fait, je pense, le truc, en fait, à savoir, c'est, tout le monde va être stressé, quoi. Enfin, pour moi, il y a que les gens qui s'en foutent, en fait, qui sont pas stressés. Mais si vous avez un minimum à cœur, en fait, ce que vous faites, il y a pas moyen que vous allez stresser et c'est cool parce que finalement, quand je fais des calls, en fait, avec d'autres personnes qui démarrent, je les vois tout autant stressés et finalement et c'est là le truc l'autre qualité dont on a peu parlé et qui est importante aussi pour un dev, c'est l'empathie et c'est d'être Mhm. capable, en fait, de se mettre à la place de l'autre dev en disant: «OK, ce qu'il est en train de vivre, en fait, je suis aussi passé par là et et je suis capable justement, en fait, de l'accompagner en disant: «OK, tu vas voir, tout va bien se passer, tranquille. On va pas t'arracher un bras, en fait, voilà, easy» et c'est super important, en fait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, l'empathie, en fait, on n'en Ah parle pas bah assez oui. et pourtant je sais que c'est important, en fait, pour un dev. Moi, je dirais même que l'empathie, il en manque encore beaucoup dans le monde du dev pour que tout se passe bien aujourd'hui. Et tu parlais de zone de confort. Pour moi, dans le monde du développement, la zone de confort, ça n'existe même pas. À la limite, il y a une zone d'ennui quand tu répètes les choses que tu connais par cœur. Mais c'est pas du confort, c'est juste que tu veux plus rien faire d'autre et puis t'as pas envie de te prendre la tête. Mais à ce moment-là, tu progresses plus, t'évolues plus et t'es vite largué, quoi. Ouais.
Bah, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à en poser si vous en avez, on est là pour répondre. Moi, je vais t'en poser une qu'on m'avait posée au dernier Fridev et à laquelle j'ai répondu pour voir un peu ce que toi tu en penses. Est-ce que tu as des conseils pour trouver du travail? Donc, pour tout le processus de recrutement, de CV, tout ça. Ouais, alors pour moi, il y a un truc, enfin, surtout quand on fait des formations qui sont non traditionnelles, c'est vrai que quand tu fais des formations traditionnelles, et c'est là en fait où justement nos 2 expériences en fait, elles sont intéressantes vu qu'on n'a pas les mêmes. Je pense que quand tu fais un cursus traditionnel, normalement c'est plus simple parce qu'en fait les écoles, enfin les entreprises sont déjà en contact plus ou moins avec les écoles ou alors que c'est vrai que quand on fait des formations non traditionnelles sur 6 mois, 1 an, 2 ans, heu, faut faire un peu des façons détournées en fait pour avoir des contacts. Hem, ce que j'avais fait à l'époque et ce que j'ai refait en plus pour Datadog et je pense qu'une méthode qui marche plutôt bien, c'est de trouver des gens sur LinkedIn dans une boîte qui pourrait vous intéresser, de les contacter et pas les contacter en disant: «Hey, genre engage-moi, je cherche du taf, je cherche une alternance ou autre, ou un stage». Ça pour moi en fait, c'est pas le bon truc, c'est parce que vous arrivez directement en fait en lui demandant à alors que le mec vous connaît pas, genre: «Tiens en fait genre engage-moi ou regarde mon CV» et pour moi, faut tourner le truc en fait de façon différente en disant plutôt: «Voilà mon parcours, toi en face, tu es une espèce enfin tu es un expert du métier ou tu es quelqu'un qui s'y connaît. Je cherche des conseils en fait pour justement m'insérer dans le milieu professionnel, pour trouver un stage, pour trouver un taf. Est-ce que tu aurais le temps qu'on s'appelle?» Alors vous pouvez le vouvoyer ou le tutoyer, hein, là je tutoie parce que, c'est dans le cadre de la de du call, hein. Mais est-ce que tu aurais le temps pour qu'on s'appelle, pour que tu me donnes des conseils? Et en fait là, ça renverse la balance et ça mêle pas la personne en position de force, mais simplement, en fait, ça flatte un peu. Ça peut flatter son ego ou ça peut un peu le flatter. Il peut se dire: «OK, voilà, c'est quelqu'un, en fait, qui a envie d'apprendre» et c'est ça les signaux, en fait, que vous lui envoyez et je pense que, ouais, c'est un peu la meilleure façon qu'on a un cursus non traditionnel pour trouver du taf, quoi, ou un stage. Heu, ouais, c'est plus ou moins ce que j'ai fait, en fait, pour mon stage, là et pour Datadog, de juste contacter quelqu'un et en étant ultra là, pour Datadog, typiquement, j'ai même si j'ai fait des trucs, même si j'ai de l'expérience ou autre, vu que j'ai toujours en fait ce fameux syndrome de l'imposteur ou parfois ce manque de confiance, j'estime pas non plus en fait que je suis un crack ou que je suis un dur en code ou ce genre de choses. Et du coup, ouais, j'ai juste contacté en disant: «Voilà, ce poste, ou du moins la fiche de poste en fait, ça me parle, ça correspond en fait à ce que j'ai pu faire, mais j'aimerais juste discuter avec toi pour en apprendre plus sur le poste, sur ce que tu fais et peut-être que tu puisses me donner des conseils». Et Et ouais, ça, je pense que c'est la bonne approche, en fait. Enfin, voilà. Mm. On a une question suivante à laquelle tu viens de répondre en fait. Comment as-tu procédé pour les aborder, les démarcher en Europe, USA? Voilà. Voilà comment il Bah, a fait. là, pour le truc ouais, là, pour le premier stage, c'était facile parce que, ouais, par liaison un peu de contact, en fait, j'ai pu rencontrer quelques CTO, en fait, et en discuter avec eux plutôt de mon projet, avant même de discuter du stage et en fait, en gros, durant la discussion, le mec m'a dit: «Mec, je pense que tu devrais venir faire un stage chez nous». Mm. Je me suis dit: «OK, bah, très bien, en fait». Je vais pas poser la question, c'est lui qui me propose. Et là, c'était pareil, en fait, pour Datadog, où en gros, j'ai contacté un recruteur qui m'avait contacté, en fait, à 2 ans de Datadog pour dire: «Tiens, est-ce qu'on peut se contacter? En fait, j'ai des questions» et en fait, au fil de la discussion, il m'a donné les contacts de, 2-3 tech évangélistes, hein, donc de personnes qui faisaient mon boulot, j'ai noté ces contacts et je les ai contactés après directement sur LinkedIn. Enfin, j'en ai contacté un et ouais, il était intéressé pour qu'on fasse le call et puis voilà, en fait, on a fait un call, de 30-45 minutes où on a discuté. Il m'a après présenté un peu tout ça et c'est pareil, c'est lui à la fin qui m'a dit, genre: «Mec, je pense que tu devrais postuler» et heu et c'est marrant parce que moi, j'étais plutôt, en fait, un peu à freiner en disant: «Wow, moi, j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie de j'ai pas
si le processus se fait, finalement, en fait, concours de procès, je me fais tège, ça va être dur pour moi. Et en fait, j'ai même pas réellement postulé à la boîte. C'est lui, je pense, qui a postulé pour moi, qui a fait bah, contactez-le, en fait. Et du coup, je me suis fait contacter par des recruteurs, en fait, en interne de cette équipe-là. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est juste comme ça. Enfin, faut juste montrer qu'on est un peu humain, en fait, et qu'on se pose des questions, mais qu'on a envie de bien faire. Et ce, quel que soit votre niveau. Alors après, effectivement, si on commence à être dans des grosses boîtes, à des postes plutôt de management, je sais pas si cette méthode elle marche, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse en fait. Enfin, d'ailleurs, ça peut être un bon, une bonne suite de la discussion, mais je trouve surtout c'est les techs. On n'aime pas tous manager en fait. C'est-à-dire que moi, effectivement, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire. J'aime pas manager des gens. J'aime bien travailler avec des gens. J'aime bien faire monter des gens. Mais ouais, devoir gérer des gens, gérer les conflits, gérer un peu soit ce sur quoi ils taffent ou autre. euh, C'est peut-être moi une partie qui m'intéresse. Je sais pas toi en fait, Alors ce que tu moi, ce penses, que Aurélien. j'avais Ça dit la peut être dernière intéressant d'avoir ton fois, écho. ça se recoupe un peu avec ce que tu dis. Moi, ce que j'avais dit, le premier truc, c'était de se démarquer, parce qu'au final, le monde de l'emploi, en ce moment, enfin, du développement, à la fois, il y a beaucoup de demandes, mais en même temps, c'est engorgé de plein de gens qui sont juniors et qui sortent. Et du coup, j'avais dit, il faut réussir à se démarquer. J'avais donné quelques petits tips. Ouais, Et un des trucs que j'avais dit entre autres, c'était LinkedIn, c'est un réseau qui marche super bien. Et il ouais, faut se faire un réseau, il faut se faire des relations, il faut communiquer, il faut repartager ou liker des posts qui nous plaisent. Et c'est comme ça justement qu'on se fait des contacts avec qui on peut bah, ensuite échanger. Et en gros, moi j'ai parlé de la phase 1 et toi t'as parlé de la phase 2. Une fois qu'on a les contacts, comment on fait? ouais. On a deux autres questions. Autre que la maîtrise minimum de l'anglais, est-il nécessaire de maîtriser d'autres langues vivantes? Non, Bah, dans le monde non. Bah, Moi, je dirais dans le monde du développement, si tu veux travailler dans un pays en particulier, tu peux apprendre la langue du pays. Sinon, l'anglais, c'est indispensable, c'est universel. En développement, tout le monde fait en anglais, travaille en anglais, parle en anglais. ouais, c'est ça. Enfin, tu sais ça. C'est-à-dire que effectivement, demain, tu vas travailler au Pérou ou en Espagne. Peut-être qu'effectivement, tu auras des développeurs locaux ou des collègues qui vont pas forcément bien parler l'anglais ou autre, et ça peut être intéressant d'apprendre une autre langue. Mais en vrai, enfin, ouais, l'anglais, c'est déjà suffisant, quoi. Et après, effectivement, ce qui est important, bah, là, par exemple, dans le cadre de mon rôle, c'est aussi d'être capable. Parler anglais, c'est important, parce que ne serait-ce que pour communiquer en interne ou autre. Mais faut pas oublier qu'il y a aussi des communautés locales de développeurs. Enfin, des communautés locales, par exemple en France, où là, ouais, on s'exprimera plutôt en français. Finalement, c'est un peu pareil en fait pour des gens qui sont espagnols ou des gens qui sont allemands. Il y a des communautés en fait qui vont être anglophones en Allemagne où vous allez parler en anglais, et d'autres communautés de dev en fait qui seront pas anglophones, qui sont vraiment germanophones. Et là, il faudra parler en allemand, mais en vrai, anglais c'est suffisant quoi. Bah, toutes les documentations sont en anglais en général aussi, donc Ouais, et puis souvent les trades en plus françaises elles sont dégueulasses si on regarde genre en fait les trades de React. Enfin, hmm. je comprends pas par exemple pourquoi ils ont perdu autant de temps à traduire React en français parce que parce qu'en plus les trades sont bizarres et le truc c'est que il y a plein de termes ou d'acronymes qu'on connaît plutôt en anglais, c'est-à-dire que enfin, et Ouais. du coup si vous les sortez en français, ça va être bon en fait, c'est-à-dire genre dire j'ai monté un load balancer ou j'ai monté un répartiteur de charge. Alors c'est très bien de savoir répartiteur le terme répartiteur de charge, c'est vachement bien pour vos dîners, hein. Mais le load balancer, bah, c'est universellement compris quoi. Voilà. Pour conclure, l'anglais c'est indispensable, les autres langues ça dépend des choix de carrière que vous allez faire. Ouais, c'est ça. Alors sinon, il y a Médaillonné qui est arrivé, bienvenue, même si t'es en retard, c'est pas grave. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser, on est là pour y répondre. Et on a Moumouche qui nous a posé une autre question. Auriez-vous des conseils sur des langages ou des technos absolument indispensables pour démarrer dans le métier, hors HTML, CSS, JavaScript évidemment? Il y en a tellement, on en voit pendant la formation, mais c'est tellement peu par rapport à tout ce qui existe.
Alors moi, j'avais déjà plus ou moins répondu à ce genre de questions. L'idée, c'est qu'il y a plein de technos concurrentes, donc il n'y en a pas une en particulier qu'il faut privilégier. Il faut plus regarder par rapport à votre région ou l'endroit où vous voulez travailler. Il y a surtout souvent des technos qui ressortent plus que d'autres par région, et autant s'orienter sur celle-là, vous trouverez du boulot plus facilement. Je sais pas ce que tu en penses, C'est Thomas. ça. Non, non, c'est ça, hein, c'est totalement ça. Ça dépend aussi de votre spécialité. C'est-à-dire qu'est-ce que ça bah, genre apprendre le CSS, ou même du JavaScript si vous faites du Python, en fait, et vous faites de la data en Python. Alors c'est bien d'avoir des connaissances, hein, mais de là, en fait, à la maîtriser ou autre, ça a un intérêt qui est quand même assez minime. Qu'en vrai, ça dépend surtout déjà de votre poste et qu'est-ce que vous allez faire durant votre poste. Ce qui est déjà une grosse, enfin, ce qui est déjà le premier point. Après, il y a des technos que vous pouvez apprendre plus pour vous renforcer, en fait, en programmation et vous, en tant que développeur. Si genre vous apprenez, par exemple, le combo classique HTML, CSS, JavaScript, à un moment ou un autre, ça va être important d'aller regarder qu'est-ce que c'est qu'un langage fortement typé, heu et de comprendre des concepts de programmation un peu plus, qu'il y a pas en JavaScript, tout simplement. Ouais, Donc, faut... c'est vrai que souvent TypeScript, en fait, ça peut être, par exemple, intéressant parce que justement, vous allez voir, en fait, qu'est-ce que c'est que des interfaces, qu'est-ce que c'est que de la généricité, heu, qu'est-ce que c'est réellement que de la programmation orientée objet, donc plein de concepts. Heu, Ça peut être d'autres langages, hein, ça, alors là, je parlais du Là, TypeScript, mais ça peut être d'aller regarder du Swift, du Java, je dirais même mais en plus tout loin cas aussi, on peut voir des choses qui sont un peu plus abstraites sur des concepts de programmation comme les design patterns, des architectures. On peut aussi faire de ouais, l'UML pour faire de la conception qui est du coup pas spécifique à un langage. Et c'est clair qu'il y a plein de trucs qui sont autour qui peuvent vous aider aussi et qui vous aideront à aborder des nouveaux langages par la suite. c'est ça. Il faut pas le faire, il faut réussir à trouver, en fait, un peu l'équilibre entre les moments où vous bossez réellement, en fait, et vous apprenez pas un nouveau langage et le temps, en fait, que vous prenez de votre côté pour, apprendre de nouvelles technos, quoi. Et ça, c'est plus effectivement un travail de tous les jours, hein. C'est là, en fait, on revient aussi à ce qu'on disait au début, hein, le fait d'être curieux ou autre, bah, c'est ça, quoi. C'est, typiquement, actuellement, enfin, je bosse beaucoup là depuis 6 mois sur AWS pour vraiment, en fait, totalement comprendre, en fait, tous les différents services, en fait, comment les services communiquent et ça m'apprend des concepts, en fait, de réseau, de haute disponibilité, qui sont pas forcément des concepts que j'avais eu le temps d'apprendre, chez Sens Critique quand je faisais du réseau et heu et ouais, c'est juste important de se dire tout le temps: «OK, là, je bosse pour la boîte, pour des projets professionnels, mais je prends aussi du temps, en fait, à côté, pour, ouais, défricher, en fait, de nouveaux sujets parce que ça vous fait monter en compétences, quoi. Ça vous fait gagner en niveau en tant que dev assez naturellement et voilà. Ça me fait penser justement à un truc important dont je vous ai jamais parlé. Quand on recherche un emploi ou qu'on essaie de se fixer un petit peu les objectifs de carrière, on demande souvent aussi dans quel type d'entreprise, dans quel cœur de métier on veut travailler. Et souvent on se dit, bah, on s'en fout, qu'on travaille dans l'industrie, dans le retail ou autre chose, au final on fait du dev, c'est pareil. Et il faut faire attention parce que ça va avoir des impacts très différents justement sur ce que vous allez faire. Si vous travaillez dans le secteur bancaire, vous allez être très porté sur la sécurité des informations. À côté, si vous travaillez sur une application de... Alors j'avais déjà eu un truc comme ça, une application pour les cours en bourse. Là, on va vous demander énormément sur les performances. Si vous Mmh. travaillez, bah, comme disait Thomas, je sais même plus d'ailleurs. Ouais, un truc Bah, sur des gros systèmes ou avec de la haute disponibilité, donc beaucoup de personnes, bah là on va plus travailler justement sur la disponibilité et à chaque fois ça fait voir et faire des choses qui sont différentes. Et c'est des concepts qui vont être assez avancés mais qui sont très différents. Et du coup ça peut avoir un impact selon le type de cœur de métier que vous choisissez. ouais, carrément et même alors c'est un truc con aussi, hein, mais d'outils, en fait, que vous avez la possibilité d'utiliser parce que, alors, toi, par exemple, Aurélien, quand tu étais en SS2I ou autre, je pense que tu as bossé pas mal pour le secteur bancaire, non? Oui, beaucoup de bancaires, moi. Et pas mal de Du retail coup, aussi. est-ce que tu étais libre, parce que je sais que j'ai des potes qui ont bossé justement, en fait, en ESN dans le secteur bancaire.
et qui n'était pas libre d'installer en fait par exemple Oh, mais Node.js tout moi- seul. C'est-à-dire il devait demander à la DSI. Ah, mais moi, quoi que je fasse, je devais demander pour installer un truc sur mon PC. Quand je travaillais dans dans le secteur bancaire, à chaque fois, on avait une double authentification. C'est-à-dire qu'on avait d'abord un nom d'utilisateur mot de passe pour déverrouiller le PC. Et après, pour avoir la connexion Internet, on avait une clé avec un chiffre qui changeait toutes les 30 secondes et qu'on devait se partager pour pouvoir se connecter à Internet et utiliser les outils. En gros, tous les matins, il fallait 10 minutes pour que tout le monde puisse commencer à travailler. Et c'était hyper sécurisé, on pouvait rien installer, on n'avait même pas d'éditeur de code, à vrai dire. Je travaillais plus sur du recettage à un moment, donc on devait se débrouiller et on avait le strict minimum sur le PC et rien d'autre. Et ça, ouais, c'est quelque chose du coup qui va vachement varier en fait d'une structure à l'autre, parce que Hmm. moi, alors, typiquement, je serais pas capable de bosser sur Windows. Voilà. Moi, je serais pas capable de bosser sur Et, autre chose que Windows. et je fais partie de ces. Ouais, et j'aime bien être libre d'installer pas ce que je veux sur mon ordi, mais par exemple, si j'ai envie d'installer la nouvelle version de Node.js ou d'installer Docker ou n'importe quoi, j'ai envie d'avoir la possibilité de le faire. Ah, et du coup, ouais, pour moi, enfin, bosser dans une banque ou autre, dans le milieu bancaire, pour moi, enfin, avec ce type de contraintes, ce serait pas possible, quoi. Hmm. On va enchaîner, il nous reste 10 petites minutes. Une Yes. question orientée emploi recruteur. Que pensez-vous des recruteurs qui demandent 3 à 5 ans d'expérience sur une offre intitulée Alternance développeur web junior? Celle-là, ça va être rapide à répondre, c'est de la merde. Ouais, c'est de Voilà. l'encurie, en fait. Voilà. C'est vrai. En fait, malheureusement, c'est là le truc où la situation, en fait, en 2016 ou en 2015 n'était pas la même. Hmm. Il n'y avait pas autant d'offres, en fait, de formation, en fait, en dev. Et du coup, c'était plus simple. Et, euh, et là, ouais, là, alors là, ça va être une digression un peu plus globale. Mais aujourd'hui, si par exemple, en fait, les gens ont du mal à trouver du taf avec une formation sur Open Classroom, une formation avec Simplon, avec un bootcamp avant le Vingo ou autre, c'est dû à l'image que renvoie la formation. C'est-à-dire, en gros, euh, Alors, je me permets normalement, en fait, la formation. Ouais, vas-y. 2 secondes, je t'interromps parce qu'il y a une question qui est juste après et qui correspond à ce que tu es en train de dire plus ou moins. Donc je la pose et comme ça après je te laisse continuer. Thomas, en France, pour les candidatures spontanées ou pour les candidatures d'offres, comment as-tu dépassé les 2 ans d'expérience exigés par les entreprises? Moi, à l'époque, il n'y avait pas. Voilà, tout simplement, en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas, en fait, ce, ce, cet embouteillage de développeurs juniors. C'est-à-dire que, en plus, c'était à l'époque où React, en fait, était ultra hypé. Hmm. Donc, dès que vous aviez un gars, en fait, qui avait genre 6 mois d'expérience sur React, c'était vas-y, go, en fait, on a besoin de quelqu'un. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et comme je disais, il y a l'embouteillage, en fait, des développeurs juniors. Et du coup, ouais, ça coupe ce que je disais, c'est que normalement, enfin, une formation qui a une bonne réputation devrait pas, vous devriez trouver du taf comme ça, en fait, juste après. Et à l'époque, OC avait pas encore de réputation. C'est-à-dire que justement, c'était pas encore c'est bien ou c'est pas bien. Il y avait la réputation du site du zéro, où Alors on disait, ah tiens, en fait, c'est l'ancien du site. Ouais, je suis un petit peu plus ancien que vas-y, toi, vas-y, hein. donc j'ai sur le mentorat. Ils ont eu une période où ils ont eu une bonne réputation parce qu'il y a eu une première période où ils n'étaient pas connus. Et ensuite, ils ont eu à la fois des financements, ils ont rencontré François Hollande, et ils ont reçu un truc de je sais plus quoi, entreprise innovante, machin truc. Et ils ont fait Ouais. beaucoup parler d'eux, et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à connaître, plein d'entreprises, et qui se sont dit ça c'est super bien, je vais recruter. Et ils ont eu une période où il y a eu une plutôt bonne réputation et ça a bien recruté. Et Bon, voilà. bah, c'était peut-être, ouais, voilà. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est pas le cas. C'est Mm. pas du tout, du tout, du tout. Enfin, c'est pas, malheureusement, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout le cas, quoi, en fait. Et, euh, et, c- et justement, alors, là, j'ai vu qu'il y a eu des modifications, par exemple, sur certains des parcours. C'est pas en simplifiant les parcours qu'on aide les étudiants. C'est c'est pas en faisant des trucs plus simples ou autres qu'on aide les étudiants.
là, c'est résoudre un faux problème. Pour moi, c'est peut-être en les accompagnant plus, en faisant monter le niveau, en fait, tout simplement, en fait, en faisant monter le niveau en programmation plutôt que justement de faire baisser le niveau. Mais ouais, il est fortement possible qu'aujourd'hui, moi aussi, hein, je galérerais beaucoup plus en fait si je sortais de formation chez OC. Et là, dans ces cas-là, le seul truc à faire, c'est j'ai vu que c'était souvent aussi un truc que tu disais, Aurélien, et tu as raison, c'est de coder en fait. C'est juste en fait coder sur tout et n'importe quoi, montrer en fait que vous êtes mordu, essayer de coder en fait au moins tous les jours en fait, et de pousser du code sur GitHub, montrer que vous êtes actif tous les jours. Et, Ouais, et, et ouais, coder, quoi, en fait. Il y a pas d'autres trucs, en fait, à faire. Et pour trouver des projets, bah, euh, vous pouvez soit trouver des petits projets, en fait, de votre côté, soit, on en parlait, en fait, hier avec Aurélien, j'ai retrouvé le truc, en fait, c'est Front-End Mentor, où tu peux, en fait, avoir des projets, en fait, un peu front à intégrer et à coder. Ça peut être intéressant parce que ça vous fait coder, en fait, tout simplement. Et après, discutez-en avec d'autres devs. Quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez lui présenter vos projets, vous pouvez lui dire voilà ce que j'ai codé, qu'est-ce que tu en penses ou autre. Et ouais, il y a pas d'autre moyen, en fait. Dans tous les cas, il faut, ouais, ouais, enfin, il faut développer tous les jours, tout le temps, quoi, en fait. moi c'est ce que je Et disais. ça, et ça, si vous avez une vie de famille, c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est vrai que pour moi, à l'époque, bah, enfin, même aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, j'avais pas de vie de famille ou autre. Donc, en vrai, je pouvais me permettre de coder le week-end, de coder le soir ou autre. Et l'idée, c'est pas non plus de dire, et ça, c'est un truc que j'entends parfois, de bosser 15 heures, 12 heures par jour. Hmm. C'est ça. Non, en fait, enfin, ça, c'est les gens qui disent qu'ils bossent 12 heures ou 15 heures par jour, qui codent 12 heures Ah, ok. réellement, en Bon, fait. C'est-à-dire ça va. qui codent 12 heures ou 15 heures par jour. Techniquement, c'est pas possible, quoi, en fait. Ça peut être tenu sur une petite période. On tient pas sur le long Mais terme. vu que c'est quand même en fait un métier où tu te sers de ta tête tout le temps, à un moment en fait ta tête elle a besoin de reposer. Ouais, bah, je confirme, je fais du mentorat, je fais le site Training Dev, je le développe, je fais enfin, des formations, des cours, des lives, et j'ai des périodes où je travaille 80-90 heures par semaine, et il y a des périodes où je craque comme récemment, et pendant un mois je fais plus rien, quoi. Parce que j'en ai Et c'est besoin. ça le truc, c'est qu'il faut faire gaffe en fait à pas Mm. craquer parce que ça peut Alors, arriver. Moi, c'est ce qui s'est passé en fait quand je suis parti de Sens Critique, hein. J'ai craqué, et j'ai fait en fait, enfin, j'avais trop de trucs et j'ai fait vas-y en fait, genre, je peux plus quoi en fait, genre, je peux alors, plus du tout. je m'arrête toujours avant de craquer complètement, mais il y a un moment où je dis, bon, faut que je prenne une pause, et puis je me Ouais. prends quelques semaines, et puis je repars. Bon, il y en a encore quelques questions, on va essayer d'y répondre rapidement. Et après, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais Thomas reviendra, vous inquiétez pas, hein, si vous avez d'autres questions, vous aurez l'occasion de le Ouais, non, mais revoir. c'est l'idée hein, que je disais, c'est de faire un peu justement de l'orchestration en fait et du Docker, c'est de voir des trucs en fait que Hmm. vous voyez peut-être moins en fait qu'Aurélien. qu'un- Du coup, les deux questions. Alors, on a d'abord, Thomas, as-tu travaillé en freelance? Quelles sont les qualités nécessaires selon toi pour démarrer en freelance? Ouais, j'ai fait du freelance. Bah, j'en ai fait pendant 4 ans en fait, en parallèle de mon taf, et j'ai fait 6 mois après quand je suis parti de Sciences Critique pour faire uniquement du freelance. Euh, Bah, alors normalement, faut que vous soyez un peu commercial en fait et que vous soyez capable de faire vos tarifs et ce genre de choses. Là encore, j'ai eu de la chance. Finalement, quand j'ai fait du freelance, j'ai juste à passer un coup de fil à Open Classroom. J'ai dit voilà, en fait, j'ai besoin de poser un peu. Est-ce que vous pouvez me filer du boulot? Et ils me filer 3 cours à faire et voilà. Donc, mais normalement, vous devez en fait aller. Il y a une partie non négligeable en fait qui est de contacter les clients et de faire des offres. Et il y a une autre partie non négligeable qui est de faire de l'administratif. Et ça, en fait, tout le monde a peut-être tendance à l'oublier. L'administratif, c'est chiant. C'est genre maxi chiant de faire des factures, faire des devis, de pointer si tout fonctionne bien, si on n'a rien oublié, même si on est un statut auto-entrepreneur, hein. C'est-à-dire que, Hmm. genre, quand je donnais des cours chez Simplon, ils ne me payaient pas tout le temps à l'heure, du coup, il fallait que je relance. Et je déteste relancer parce que j'aime pas faire ça, en fait. J'ai l'impression de demander, en fait, de l'argent. Mais ouais, et de vérifier qu'on vous a bien payé les bons montants. Enfin, ce genre de choses, c'est ouais, l'administratif, c'est chiant en fait. Les gens en fait peut-être oublient tout le temps en fait dans le côté freelance, mais ouais, c'est casse-couille, hein. Hmm. C'est vraiment Ah, casse-couille. c'est exactement ce que j'ai dit la dernière fois, faut pas avoir peur de l'administratif.
c'est certain. Ouais, c'est ça et les gens enfin les gens, quand je dis les gens, ça a rien de c'est pas un jugement, hein, mais je pense qu'on a trop tendance, en fait, à l'oublier. Il y a OneDev qui demande, tu as parlé de Mountain Frontend, est-ce un site? C'était Mentor Frontend, t'as dit, non? C'était Front-End Mentor. Ouais. Attends, je vais te le passer, Aurélien, genre si tu peux le Alors je ne peux je pas l'ai le pas encore partager. Je peux pas ah mettre OK. de lien sur Twitch. Attends, bah, j'ai essayé de le foutre sur Twitch. Ça marchera pas, tu peux pas mettre de lien. Ah merde. Donc ouais, donc bah, c'est Front-End, donc comme, développeur Front-End et Mentor. Tapez ça en fait dans votre éditeur de texte préféré, vous allez voir. Enfin genre dans DuckDuckGo, sur Google, c'est Satan. Mais et ouais, j'ai pas encore testé, mais justement, je pense que si je fais des trucs, si je fais aussi du front, je ferai certainement des templates là-dessus en fait, hein, pour un peu vous montrer comment coder tout ça. Alors il y a Médaillonnet qui dit, il y a le portage salarial qui peut aider sur le côté administratif, il paraît. Alors oui, c'est le cas. Le portage salarial, en fait, ça veut dire que vous passez par une entreprise. C'est un peu comme si vous étiez en SS2I, sauf que vous n'êtes pas en CDI en SS2I. La SS2I, c'est juste un intermédiaire pour les contrats. Et du coup, eux vont gérer une part de l'administratif. Ça n'empêche pas que vous allez avoir de l'administratif à faire quand même, hein. Et vous allez les déclarations URSSAF et tout ça, ils vont pas le faire à votre place. Mais toute la gestion contrat, client, facturation du client, etc., ils vont le prendre en charge. Ils vont vous aider sur tous ces points-là, en contrepartie d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et du coup, il y avait dernière question, et après on va arrêter là. Thomas, autre qu'OC, quels sont les autres centres de formation que tu recommandes? Ouais, j'ai vu la question et j'ai pas de réponse aujourd'hui là-dessus, en fait. Voilà, pour moi, en fait, c'est ça la grisaille actuelle, c'est que tout le monde fait la même chose, tout le monde essaie de sursimplifier ses formations, essaie de dire qu'on peut être dev en peu de temps, sans préparation, sans bûcher Hmm. enfin, et aujourd'hui, j'ai pas la réponse en fait. Pas, Alors, moi je vais avoir une réponse, mais qui est plutôt floue. Le truc que je recommande, qui me paraît maintenant quasiment impératif si vous faites de la formation, surtout dans le développement web, c'est de trouver une formation que vous pouvez faire en alternance ou avec un stage. Parce que le fait d'avoir une part en entreprise en complément de votre formation, bah déjà ça va vous faire travailler avec des gens qui sont du métier, pourront vous aider, vous apprendre des choses et vous faire monter en compétences. Et aussi ça va vous faire voir le monde de l'entreprise. Et ça fait de l'expérience sur votre CV et c'est plus facile en sortie d'entreprise. Voilà. Je sais pas. bah, c'est certainement pour ça en fait qu'Open Classroom a commencé à faire de l'alternance en fait il y a 2 ans parce qu'en fait ils ont vu que ça commençait à bouger et ils se sont dit tiens on va en faire quoi. Et que tous les autres trucs en fait genre les bootcamps, les trucs Iron Hack, Simplon sont tous mis à faire ça. Mais mais Je pense que c'est plus des ouais c'est pas formations qui sont bien pour compléter quelqu'un qui a déjà des compétences, ces trucs-là. ouais c'est ça le truc c'est que c'est important aussi en fait d'avoir des bases en fait et des bases qui soient solides ou autres. Et aujourd'hui ouais c'est dur en fait de trouver en fait des formations où on vous entraîne réellement en fait à vous poser les bonnes questions quoi et on vous fait réellement bosser sur des projets en fait qui sont intéressants et qui ont une marge de progression qui est intéressante. Enfin j'ai pas trouvé aujourd'hui, voilà. Bon. Autant si vous souhaitez trouver des cours de cloud ou ce genre de choses, d'infra, j'aurais des trucs, mais côté code en fait aujourd'hui pour moi c'est le néant quoi. Genre Hmm. Bon. Ben, ce c'est sera pas très tout pour positif. aujourd'hui. On finit sur une petite note négative. Mais bon, ça veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde. C'est juste qu'aujourd'hui, les formations. Enfin, c'est surtout le monde de l'emploi après formation qui peut être un peu compliqué avec zéro expérience. Et du coup, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut pas dire que vous êtes foutu si vous faites une formation en ligne. C'est juste Ouais, non, non, derrière, ça va non, non, vous demander de vous impliquer, de travailler, de faire des projets, peut-être un portfolio perso, peut-être faire un petit site pour une association, un commerçant de quartier, faire des projets sur GitHub ou quoi. Mais voilà, ça demande que vous vous investissiez plus que juste la formation. ouais, c'est ça. Et pour moi, ça a toujours été le cas, hein, Hmm. mais c'est juste que même si tu t'investis plus que la formation ou autre, bah c'est plus compliqué qu'avant. Et Ouais. ouais, c'est vraiment dommage qu'il manque en fait aujourd'hui qu'il n'y ait pas, ouais, un truc de formation alternative qui ait une bonne réputation en fait. On puisse se dire, ok, les gens qui arrivent là-bas, c'est des gens qui ont envie de le faire
sont intéressés. Et les gens qui sortent de là-bas, c'est des gens en fait qui se posent les bonnes questions de dev en fait. Et les bonnes questions de dev en fait, c'est pas enfin on y reviendra une autre fois, mais c'est pas Mm. de tout connaître surtout, c'est juste de savoir comment chercher les réponses en fait de façon rapide et, et de comprendre des messages d'erreur, ou ce genre de choses en fait. C'est-à-dire que finalement, l'aspect connaître React sur le bout des doigts, ou connaître Symfony sur le bout des doigts, ou .NET sur le bout des doigts, c'est pas ce qu'on, enfin, c'est pas, c'est pas ce qu'on attend d'un dev junior en fait. Ce qu'on attend d'un dev junior ou pas, c'est juste d'être capable de se poser des bonnes questions. Voilà. Bon, ben, très bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents et pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, on aura l'occasion de recroiser Thomas bientôt. Et on aura aussi d'autres Fridev. Alors la semaine prochaine, ça va être Antoine qui anime, moi je ne serai pas là. Et on aura d'autres Fridev avec des invités qui sont du monde du développement et qui pourront vous répondre à des questions sur des domaines divers et variés. Merci à tous, bonne journée et à la prochaine.